tournée vers le passé. Nous aborderons également une question qui dépasse nos frontières, la montée du souverainisme en Afrique de l'Ouest, avec l'Alliance des États du Sahel qui remettent en cause les liens traditionnels avec la CEDEAO et avec les puissances colonisatrices, notamment la France. Moïse Dakwassi, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Dakwassi, vous êtes un fidèle compagnon de Laurent Gbagbo depuis plusieurs décennies. Vous étiez à ses côtés lorsqu'il a accédé au pouvoir en 2000, durant la crise de 2002, jusqu'à sa chute en 2011. Il a été jugé par la Cour pénale internationale pendant près de 8 ans, innocenté, et aujourd'hui, vous l'accompagnez encore dans cette nouvelle aventure politique avec le PPAC. Pourquoi avez-vous choisi de rester aux côtés de Laurent Gbagbo et de vous engager activement au PPAC? Pour moi, Laurent Gbagbo est celui qui incarne le mieux les valeurs de liberté, les idéaux de la démocratie pour lesquels je me suis engagé dans le combat politique. C'est pour cela que j'affiche ma présence à ses côtés de manière constante. Le combat qu'il mène est un combat que je partage et je dois dire aujourd'hui que Dieu merci, après toute cette injustice historique qui lui a été faite, il s'est redressé, il est debout aujourd'hui et il reprend le combat là où il avait laissé. C'est le sens de mon engagement et de ma présence constante à ses côtés. Je ne peux pas être ailleurs qu'avec le président Laurent Gbagbo. Je me considère comme un homme en mission pour Laurent Gbagbo dans son combat. Je ne me vois pas en train de changer de position comme une girouette, comme certains le font. Moi, je suis constant. Je crois au combat de Laurent Gbagbo et je suis avec lui. Certains estiment que cette fidélité au président Gbagbo et la présence de figures historiques comme vous empêchent, disent-ils, le renouvellement du parti. Vous savez, on peut nous accuser d'être des figures du passé. Mais cela ne veut pas dire qu'un symbole du passé est un symbole dépassé. Quand j'entrais en politique, moi, j'ai trouvé sur l'échiquier politique, avec Laurent Gbagbo, d'éminentes figures d'un âge avancé, tels que les professeurs Aris Menel-Fauté, Marcel Été, Koki Barthélemy, Bernard Zadi Zaourou, les professeurs Oupo Oupo, les professeurs Francis Vanga-Vaudier, Bamba Mouri-Ferré, etc. À l'époque, nous n'avons pas décidé de les mettre au placard. Nous avons simplement accepté de travailler avec eux, d'apprendre à leur côté. Ça a été une chance pour nous. Vous n'avez pas aussi les moyens de les mettre au placard. Vous n'avez pas les moyens. On n'avait pas les moyens de les mettre au placard, mais on aurait pu refuser de travailler avec eux. Mais on a travaillé avec eux. Et ça a été une chance pour nous. C'est pourquoi je m'étonne aujourd'hui que les générations montantes cherchent à bâtir leur avenir en brûlant leur passé. Comment peut-on construire un présent sans tenir compte du passé, sans se référer au symbole du passé? C'est pourquoi je pense que même si je suis une figure historique dans le combat de Laurent Gbagbo, on devrait considérer cette figure historique comme une chance, comme un patrimoine précieux pour les générations actuelles. Il faut que ces nouvelles générations soient encadrées par les anciens et qu'ils soient mis en orbite pour être en posture de prendre la relève plus tard. La présence des anciens n'empêche pas les jeunes d'évoluer et de se donner les moyens de prendre la relève. D'accord.
L'élection présidentielle de 2025 approche et le paysage politique ivoirien reste très fragmenté. Quels sont selon vous les principaux défis que doit relever le PPACI, votre parti, pour espérer conquérir le pouvoir en 2025? Dans un régime démocratique, le pluralisme politique permet les libertés d'expression contradictoires. Et justement, l'intelligence est de trouver un candidat dont le nom et le leadership permettent de rassembler la pluralité des opinions pour avoir une majorité. C'est ce candidat-là que nous avons trouvé en la personne du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne mesurent pas la chance qu'ils ont d'avoir un tel homme. Les Sud-Africains l'ont compris hier. Avec l'ANC. Avec l'ANC, avec Nelson Mandela, Mandiba, qui a été arrêté injustement, emprisonné pendant 27 ans, 6 mois et 6 jours. Quand il a été libéré, il avait pris de l'âge, il était malade, et il y avait beaucoup de jeunes dans son parti, y compris son épouse, Winnie Mandela, qui était aussi très populaire à l'époque. Mais les Sud-Africains ont estimé que l'injustice subie par Nelson Mandela à cause de la majorité noire en Afrique du Sud méritait d'être réparée. C'est pourquoi ils n'ont pas cherché un plan B, un plan C, un plan D. Ils ont dit c'est Mandiba, Nelson Mandela, que nous allons installer dans le fauteuil présidentiel. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi tous les Africains nous regardent aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Nous devons à Gbagbo Laurent la réparation de l'injustice qu'il a subie. Nous devons installer Laurent Gbagbo dans le fauteuil présidentiel pour bien montrer que ici en Côte d'Ivoire, c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté et non pas des hélicoptères qui viennent bombarder le peuple. Mais c'est pourquoi le défi majeur auquel nous sommes confrontés avec nos militants aujourd'hui, c'est la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Pour l'instant, le pouvoir fait la sourde oreille, mais ils finiront bien par inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, parce que c'est ça qui va être le premier motif de la mobilisation totale de nos militants et au-delà de nos militants, de tous les Ivoiriens. Vous êtes convaincu que... J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et nous avons les moyens de mobiliser tous les Ivoiriens sur cet objectif. Il faut que l'élection présidentielle d'octobre prochain, octobre 2025, soit une élection démocratique, inclusive, pacifique. Et ça, les Ivoiriens sont conscients que c'est ça qui peut amener la paix et la réconciliation nationale. Il faut que les Ivoiriens sachent que leur mobilisation autour de ces objectifs, c'est le prix à payer pour éviter que le pays bascule encore dans la guerre. Vous avez activement participé à l'élaboration du projet de société du PPACI en 2025. Quelles sont les principales lignes, les grandes lignes, sans toutefois rentrer dans les détails, quelles sont les principales lignes de ce projet de société? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo m'a fait l'honneur de me désigner pour la conception et la rédaction du projet de société du PPACI. J'ai eu la charge de superviser, de coordonner les travaux de l'équipe, de mon équipe, l'équipe de mon cabinet qui était chargée de rédiger ce projet de société. Et nous avons fini. Du reste, ce projet a déjà été adopté par le Conseil stratégique et politique. Il est en attente d'avoir l'approbation du président lui-même et des instances délibératives du parti, notamment le Congrès. Donc, je ne suis pas fondé à en parler dans les détails, mais je peux donner quelques grandes lignes. Je peux donner quelques grandes lignes, étant donné que le CSP a déjà donné sa caution à ce projet. Alors, ce projet de société réaffirme d'abord que le parti fondé par Laurent Gbagbo est un parti progressiste de gauche, dont la doctrine est
le socialisme démocratique. Et c'est le professeur Aris Memel Fauté qui nous a fourni le postulat. Il a dit, il n'y a de socialisme que démocratique. Cela veut dire que nous renvoyons dos à dos le libéralisme autoritaire et le socialisme dogmatique. Nous voulons un socialisme démocratique. Ça, c'est la première chose. Dans ce projet de société, il s'agit d'édifier en Côte d'Ivoire une communauté nationale distincte et souveraine. Elle est distincte en ce qu'elle représente à la fois la somme et le dépassement de notre riche diversité ethno-culturelle. Mais en même temps, ce projet de société est ouvert à l'intégration africaine, parce qu'il est marqué aussi par ce que j'appelle l'idéologie panafricaniste. Le projet de société entend mettre en œuvre une politique économique de rupture et de prospérité fondée sur nos ressources endogènes. Et la prospérité que nous prenons est une prospérité inclusive. Nous voulons également, sur le plan économique, que ce projet de société mette en œuvre une industrialisation accélérée pour donner de la valeur ajoutée à tous nos produits de base, nos matières premières, de manière à dissiper ce que le président Laurent Gbagbo a appelé la dibadette, parce qu'il s'agit d'une dette colossale de 35 587 milliards. Et ça, c'est selon le rapport du FMI de mai 2024. Nous sommes bientôt en mai. Ça veut dire que nous allons dépasser les 35 000 milliards. Voilà la dette qu'on nous laisse, alors qu'on nous avait promis l'émergence à l'horizon 2020. Il s'agit de dissiper cette dette-là. Est-ce que c'est sûr qu'à partir de ce projet de société, nous pouvons arriver à absorber cette dette-là? Mais nous avons déjà une expérience en la matière. Le président Gbagbo a été déjà président. Et quand il est accédé au pouvoir, nous avions trouvé une dette de 6 000 milliards, de plus de 6 000 milliards. Sans aucun appui financier extérieur, nous avons mis en place le budget sécurisé et nous avons pu payer le fonctionnement de l'État et le paiement de la dette, que nous avons diminué jusqu'à il ne restait plus que 2 000 milliards. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire a été éligible au programme PPTE. Nos amis d'en face ont récupéré en venant au pouvoir par la force. Nous sommes capables de résorber cette dette-là parce que nous avons déjà démontré notre capacité à le faire. Mais reconnaissez que cette dette est quand même surdimensionnée. Elle est colossale. On avait trouvé 6 000 milliards, plus de 6 000 milliards de dettes. Là, il s'agit d'une dette totale globale de 35 587 milliards. Est-ce qu'il y a des arguments pour justifier cette immense dette? Nous ne trouvons pas les arguments pour les justifier parce que nos amis d'en face nous disent qu'ils ont fait des ponts, qu'ils ont fait des routes, etc. Mais notre ami Awadon Melo a fait les calculs et le prix total de toutes ces infrastructures qu'ils prétendent avoir réalisées n'atteint même pas 15% de cette dette colossale. Donc, où est parti le reste de l'argent? On va leur demander. C'est la question que nous posons. D'accord. C'est pour ça que nous voulons voir la facture. Certains pays dans le monde ont des dettes colossales, mais on ne crie pas autant au loup. On ne crie pas autant au loup parce que ces pays sont de très grands pays qui ont une économie qui a des ressources et qui ont une industrie qui fonctionne. C'est pourquoi le président Gbagbo a dit récemment qu'il ne faut pas s'amuser à comparer les marouyas avec les éléphants. Nous avons une dette qui est déjà colossale et nous avons bien conscience que cette dette est insoutenable aujourd'hui. Donc nous avons signé la cessation des paiements de la dette. Je le dis simplement pour que tout le monde comprenne. On a signé... C'est-à-dire le gouvernement actuel? Le gouvernement actuel a signé
la cessation des paiements de la dette. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la dette va continuer à augmenter sans qu'on puisse rembourser. C'est pourquoi nous disons que si nous arrivons au pouvoir, il faut lancer une industrialisation accélérée, faire en sorte que la transformation industrielle de nos produits de base nous permette d'exporter des produits à haute valeur ajoutée, et cela va nous permettre progressivement de sortir de ce cercle vicieux de l'endettement. Nous voulons faire passer notre pays du statut de PPTE, pays pauvre très endetté, à un statut de PP, de pays PPTI, pays prospère, transformé et industrialisé. Envisagez-vous de vous ouvrir à d'autres formations politiques pour maximiser les chances du PPACI à l'élection présidentielle 2027? Oui, en politique, c'est difficile de gagner tout seul. Ça se voit aujourd'hui en France, mais dans d'autres pays, comme l'Allemagne et autres. Nous en avons conscience. Et c'est pourquoi notre leader et notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a déjà exprimé sa disponibilité et son désir de mettre en place un large front de l'opposition. Avec l'appel de Bounois? Avec l'appel de Bounois. Ça veut dire que nous sommes ouverts à aller en alliance avec toutes les formations politiques qui ont la même conception de l'intérêt commun des Ivoiriens et qui ont la même compréhension du débat, du combat démocratique que nous menons. Le PPACI a souvent été perçu comme un parti qui est centré autour de Laurent Gbagbo, je le constate tout au long de cette interview, mais pourtant le pouvoir en place tente de l'exclure de la course à l'élection présidentielle 2025 en refusant de l'inscrire sur la liste électorale. Le parti est-il prêt, le PPACI est-il prêt à proposer une alternative? Il est normal pour tout parti politique sérieux d'avoir un leader charismatique autour duquel on se met en ordre de bataille. Et nous avons la chance d'avoir ce leader. Je viens de le dire, c'est Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher d'autres alternatives. Je vous ai donné d'entrée de jeu le cas de l'Afrique du Sud. Ça fonctionne comme ça dans tous les grands pays, dans toutes les démocraties. Tant que vous avez un leader qui est un leader historique, un leader charismatique, qui a un leadership fort, c'est autour de lui qu'il faut se rassembler. Même si vous devez vous ouvrir à d'autres forces politiques, c'est autour de lui qu'il faut se rassembler. Mais son nom n'est pas sur la liste. Pour conquérir le pouvoir. Ça a été le cas récemment aux États-Unis avec Trump. Alors, évidemment, le pouvoir réchigne à réinscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, bien qu'ils proclament partout que leur bilan est inattaquable, qu'ils ont tout réussi, ils ont peur d'avoir des adversaires à la hauteur. Donc ils ne veulent pas inscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Mais je l'ai dit, cette fois-ci on ne se laissera pas faire. Parce que le président Gbagbo est éligible à tout point de vue. Il a déjà été oint par le suffrage universel. Il était devenu président de la République. On a dégagé, non pas par la démocratie, mais par la force. On l'a accusé de tous les maux. Il a été jugé par un tribunal international, la Cour pénale internationale. Il a été acquitté. Donc il recouvre tous ses droits civiques. Il recouvre tous ses droits civiques. Et les petits procès qu'on invente ici et là n'ont aucune valeur en droit. Comment on dit qu'on applique à des coupables une loi d'amnistie et on les différencie? Il y a 4 condamnés, on amnistie 3 et on laisse un seul qu'on n'amnistie pas. Moi, je ne suis pas juriste, mais les juristes nous apprennent que ce n'est pas du droit. Parce que l'amnistie porte sur les faits. L'amnistie s'applique aux faits. L'amnistie ne s'applique pas à tel coupable et pas à tel coupable. Non.
Une fois que les faits sont amnistiés, tous les coupables sont amnistiés. D'accord. Il y a déjà ça. D'accord. Si le président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale, il faut bien des électeurs pour le lire. On se rend compte que la CEI refuse de faire une révision de la liste électorale en 2025, bien vrai qu'elle ait le budget nécessaire. On se souvient, tout récemment, le président de la commission électorale indépendante dit qu'il n'y a pas de disposition légale qui l'oblige à faire une révision électorale, une révision de la liste électorale avant les élections, avant l'élection présidentielle, et qu'il serait prêt à faire cette révision après 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? Il se trompe, monsieur le président de la commission électorale indépendante. Il a une obligation morale. Il a une obligation politique. S'il veut préserver la paix autour des élections. Cette liste électorale, nous en demandons l'audit et la révision. C'est tout. Nous ne demandons pas que la liste électorale soit en notre faveur, mais nous voulons qu'elle soit consensuelle. C'est la seule façon qui permet de garantir une élection démocratique, transparente et paisible. Donc cette liste-là, il faudra bien qu'elle soit révisée, que M. le Président de la CEI ne veuille pas. Pour l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, il faut une liste électorale consensuelle, démocratique, qui puisse garantir les élections. Voilà, c'est pourquoi il faut que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Et aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens le veulent. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'audit de la liste électorale. Y a-t-il autre chose après? C'est vrai. Je le disais, il faut que pour garantir la paix en Côte d'Ivoire, cette liste électorale soit auditée, révisée et qu'elle soit consensuelle. Mais mieux, en dehors de la liste électorale, il faut bien que le mécanisme de compilation informatique des résultats du vote soit également consensuel. Parce que c'est là que tout se passe. Donc, ça aussi, nous le demandons. Il faut qu'on s'entende sur le mode de compilation informatique des résultats du vote. J'ai été candidat aux élections régionales, je sais de quoi je parle. Alors, la Côte d'Ivoire ne vit pas en vase clos. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest connaît des transformations politiques profondes, notamment avec la montée du souverainisme. Depuis quelques mois, nous assistons à une recomposition politique en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina, le Niger ont quitté la CEDEAO et dénoncent les accords de défense avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France. Quelle est votre analyse sur cette dynamique, monsieur le ministre? Bon, écoutez, je pense modestement que sur la question de la CEDEAO, l'AES a raison. Quand on a vécu la crise ivoirienne et la crise libyenne, on sait comment la CEDEAO s'est comportée dans ces deux crises-là. La CEDEAO n'a pas eu suffisamment de pugnacité pour résister aux pressions de la fameuse communauté internationale et pour aider ces pays à résoudre le problème de manière africaine. Et on a l'impression que cette CEDEAO est trop dépendante des financements et des appuis budgétaires extérieurs. Donc les États de l'AES ont raison de demander une refonte de la CEDEAO, qu'elle soit réinventée, qu'elle soit remise sur ses fondamentaux, pour qu'elle fonctionne comme véritablement une organisation régionale qui se préoccupe du maintien de la paix, de la prévention des conflits et des élections démocratiques en Afrique. Il faut aller dans ce sens et je crois que leur réaction permet aux autres États africains de comprendre qu'il y a nécessité de revoir le fonctionnement de la CEDEAO. Maintenant, évidemment, la CEDEAO, on lui reproche d'être trop soumis aux anciennes puissances tutélaires, mais c'est celui qui subit une domination qui doit prendre conscience pour mettre fin à cette domination. Les États africains ont pris conscience aujourd'hui et je crois que la France a tort de n'avoir pas elle-même pensé à réajuster sa politique africaine depuis fort longtemps.
au sortir des crises ivoiriennes et des crises libyennes, elle aurait dû réajuster sa politique africaine et sa diplomatie vis-à-vis des États africains. Elle ne l'a pas fait. C'est à elle de voir ces questions-là. Et qu'en est-il des ruptures des contrats de défense, des accords de défense? Oui, bon, on voit, vous l'avez dit vous-même, hein, de plus en plus les États africains qui aspirent à la souveraineté véritable. Et c'est pourquoi ces États dénoncent les accords de défense et d'assistance militaire technique qui datent des années 60. Il aurait fallu les réviser. Voilà. Donc, je pense que ça va donner l'occasion à ces pays-là d'entrer à nouveau en négociation avec leurs partenaires extérieurs pour voir avec qui on contracte dans ce domaine et comment on le fait. Est-ce qu'un pays peut être véritablement souverain s'il abrite sur son territoire des bases étrangères, des bases militaires étrangères? C'est la question que les Africains se posent. La team, vous venez d'écouter cette interview de Linda Kwasi, qui en quelques minutes a dépeint le gouvernement de Ouattara et a exprimé toute sa déception sur ce que ce gouvernement fait subir aux Ivoiriens. Je tiens aussi à rappeler que le ministre Linda Kwasi, qui a parlé là tout de suite, est rentré en Côte d'Ivoire depuis. Ses comptes ont été gelés pendant une longue période et aujourd'hui, ses comptes ont été vidés par ceux qui sont au pouvoir. Oui. Les tenants du pouvoir sont entrés dans les comptes du ministre Linda Kwasi et ont volé son argent. C'est ça. Ils ont volé son argent. Ils ont détourné son argent. Parce que les prêts qu'ils font à l'international et partout ne les suffit pas. Il faut aussi venir voler l'argent d'autrui. Pourquoi? Ils sont au pouvoir et qui va les arrêter? Mais vous allez rendre compte, tôt ou tard. Je peux comprendre que c'est pourquoi vous n'avez aucune intention de laisser le pouvoir. Vous avez tellement de comptes à rendre. Et vous savez pertinemment que vous n'êtes pas en capacité de rendre ces comptes-là, même pas de pouvoir vous expliquer de manière crédible. Alors vous voulez tout gâter. La team, il est clair aussi, comme vous l'avez écouté, que le ministre Awa Don Melo a fait des enquêtes sur toute la dette que la Côte d'Ivoire a enregistrée. Et comme vous avez écouté, il n'y a que 15% de cet argent-là qui a pu être investi en Côte d'Ivoire. Alors la question reste posée, nous attendons une réponse. Où est passé les 85 autres pourcents d'argent? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Ne vous inquiétez pas. Ils ont mis ça dans des paradis fiscaux à niveau de la Suisse, à l'international. Ils ont des comptes bourrés, des maisons, des hôtels, des hôpitaux à l'extérieur. Ce sont des gars qui sont bougrement riches. Vous pouvez voir comment leurs enfants s'habillent, comment ils font. Vous avez vu par exemple le fils d'Adama Bitogo quand il décide de rencontrer Oliva Yassé, la belle Miss de Côte d'Ivoire. Comment il fait au niveau de la France, comment il est toujours habillé. Voilà, quand il sort, il n'a pas moins de 15 à 20, 25, voire même 100 000 $ sur son corps, simplement de vêtements, parce qu'ils ont tellement amassé qu'ils peuvent même dépenser 100 000 $ par jour sans jamais ressentir quelque chose. Mais ils volent maintenant derrière ceux qui ont durement travaillé et qui ont économisé leur argent. Ils ne se limitent pas là, ils volent aussi, ils font aussi des prêts pour le développement du pays, ils volent ça aussi. Et maintenant, ils empêchent le peuple de parler parce qu'ils doivent continuer, mais dans une soumission des plus totales du peuple. Donc la team, il faut continuer à dénoncer sans jamais vous arrêter. La Côte d'Ivoire a connu mieux et elle peut connaître encore mieux. Pas simplement des promesses non tenues, pas simplement l'arrivée au pouvoir d'un menteur, pas seulement l'arrivée au pouvoir de ceux qui pensent intimider les gens avec toujours les mêmes menaces. Nous sommes passés à autre chose. Les étapes ont changé et vous devez évoluer. Si vous ne voulez pas changer votre paradigme, le peuple vous imposera un nouveau paradigme après 2025. Une chose est sûre, le 4e mandat d'Alassane Ouattara, qui serait une horreur, ne pourra plus passer. Le président Babou est sur le terrain et nous connaissons sa détermination, sa poignacité et son envie de justice. Soro Guillaume est dans le territoire de l'AES où il y a des libertés aujourd'hui. Tidjane Thiam est là. C'est le seul que nous ne maîtrisons pas beaucoup, Tidjane Thiam. Nous ne connaissons pas sa capacité de combat face à une adversité comme celle du RHDP. Nous ne savons pas s'il peut changer rapidement, s'il a de meilleures propositions quand ça devient chaud. Mais qu'à cela ne tienne, nous espérons une meilleure suite pour les élections de 2025. La team, vous venez d'écouter cette interview. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.